lorsqu'il s'agit de combiner la transition énergétique et l'évolution des systèmes d'information, certains n'hésitent pas, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, à parler de troisième révolution industrielle. Il s'agit en tout cas d'une évolution certaine qui est en marche, un mouvement fort au niveau mondial. Le BIM ou la maquette numérique va de plus en plus nous permettre de tirer parti des informations qu'il contient pour nous faciliter la conception et l'exploitation du bâtiment, tout en maîtrisant sa performance énergétique. Mais il possède certainement d'autres atouts qui nous permettent d'envisager son action forte pour la réussite de la transition énergétique, comme sans doute celui de devenir le pivot de la communication numérique, le relais de l'intelligence qui sont nécessaires aux approches de smart building, smart grid, smart city. Archimède rapidement se développe sur trois domaines d'activité: l'ingénierie générale de la construction, la gestion technique de patrimoine des services comme les audits diagnostiques et l'édition de logiciels, avec la mise au point notamment de la plateforme Active 3D qui est utilisée pour la gestion des lycées en Bourgogne par exemple. Notre positionnement est d'associer l'expertise des métiers de l'ingénierie à l'innovation numérique tout au long du cycle de vie du bâtiment. Et parmi nos clients, nos références, nous nous devons de citer la région Bourgogne, bien entendu, pour les lycées, mais également la mairie de Paris, le ministère de la Défense, qui nous ont permis de nous positionner en tant que leader national dans le domaine de l'exploitation de patrimoine immobilier en mode BIM. Dernièrement, nous avons eu la chance d'accompagner la région Bourgogne qui a été récompensée par les trophées du BIM Nord, trophées décernés par le BIM Couleur, pour justement l'exploitation de l'ensemble des lycées en mode BIM à la région. Et nous menons des travaux de recherche avec l'Université de Bourgogne, le laboratoire L2I, l'équipe Chexel, qui nous a permis de soumettre un projet au concours mondial de l'innovation 2030, concours lancé par le gouvernement. Ce projet s'appelle VUBIM. Il s'agit de l'exploitation de données massives relatives au bâtiment et à son environnement urbain grâce à l'utilisation des objets connectés dont on a parlé tout à l'heure et à des applications mobiles, et ceci à destination des usagers du bâtiment. Alors, le BIM, pour Building Information Modeling, il s'agit du processus de modélisation de l'information pour le bâtiment que nous traduisons en France par maquette numérique, bien que la notion de mouvement introduite par l'ING de modeling disparaisse dans cette traduction et qu'il s'agit bien d'une méthode de travail autour d'une maquette numérique, mais pas uniquement de cette maquette numérique. Il s'agit donc de contenir l'ensemble des données représentant le bâtiment à l'intérieur de cette maquette BIM, et on a une description intelligente d'une fenêtre qui ne peut pas être positionnée dans autre chose qu'un mur ou éventuellement une toiture quand il s'agit d'une fenêtre de toiture. Il y a des notions de relation entre les objets qui donnent une intelligence au modèle. Et donc on peut extraire ces informations sous différentes formes, que ce soit graphiques, des vues en plan, des vues 3D, des couches, des façades, mais il est important également de noter qu'on peut extraire les quantités très facilement. Bien entendu, cela permet de collaborer autour d'une donnée qui est unique et qui est centralisée, et l'ensemble des intervenants vont pouvoir échanger, le bureau d'études, l'architecte, et la conception devient plus précise, et on évite les erreurs de ressaisie. On est logiquement dans une approche, on va prendre la donnée de manière numérique pour pouvoir la traiter dans son logiciel de calcul et la retourner de manière numérique dans le modèle. Nous avons misé depuis assez longtemps, maintenant plus de 10 ans,
sur cette approche, mais petit à petit, le BIM fait son chemin. Il est entré dans les hautes sphères publiques, puisque l'Europe a adopté une directive en janvier 2014 qui permet aux 28 États membres d'imposer l'usage du BIM dans les projets qui sont financés par les fonds publics. L'Angleterre l'a adopté pour le 1er janvier 2016, la France l'a annoncé pour 2017, les pays du nord de l'Europe et les États-Unis l'ont déjà fait depuis un moment. Il s'agit bien d'un déploiement massif à l'échelle mondiale. Mais une autre dimension du BIM est faciliter les échanges. Si chacun doit utiliser son propre logiciel et mettre en commun la donnée, cela impose de normaliser ces échanges. Et on a une norme qui est devenue une norme ISO, qui s'appelle des IFC, pour l'industrie formation classique, et qui apporte cette interopérabilité à l'ensemble des logiciels. Les principaux logiciels utilisés aujourd'hui, on parle de Revit, d'ADT, d'Alplan, d'Archicad, et je me permets de citer Active 3D, bien sûr, pour l'exploitation du patrimoine immobilier. En synthèse, travailler en mode BIM présente de nombreux avantages et de nombreux gains à l'ensemble des étapes du cycle de vie du bâtiment. On parle du BIM 4D quand on intègre les délais, du BIM 5D quand on intègre les coûts, du 6D pour l'intégration de l'exploitation. Mais en tout cas, ça permet la réduction des cycles d'études. On l'a vu, ça évite les ressaisies. On peut faire appel aux 10 catalogues qui sont donc directement mis à disposition par les fabricants. On optimise également les phases de construction, puisqu'on va éviter les erreurs de synthèse, on aura moins d'erreurs de synthèse en tout cas. On va bénéficier d'un DOE qui va être plus facile à livrer, puisqu'il sera numérisé depuis le début. Et on va bien sûr aussi faciliter le partage de l'information pour l'exploitation du patrimoine immobilier. On en a parlé aujourd'hui également, ça donne la possibilité de constituer une sorte de carte vitale du bâtiment assez facilement pour conserver les données essentielles de ce bâtiment. Et peut-être qu'un jour, chez le notaire, on échangera nos biens, nos actifs immobiliers avec cette carte associée. Mais que peut nous apporter le BIM dans le cadre de la transition énergétique? Pour cela, rapidement, rappelons ce que implique la transition énergétique. Les principales attentes, c'est bien entendu de passer d'un système non renouvelable à un système d'énergie basé sur les ressources renouvelables. C'est d'avoir des changements comportementaux et sociétaux pour pouvoir passer d'une politique énergétique orientée par la demande à une politique déterminée par l'offre. C'est de passer d'une production centralisée à une production décentralisée qui soit au plus près des besoins. C'est de pouvoir stocker, et c'est encore bien difficile, et d'exploiter en tout cas les productions d'énergie diffuse par des réseaux intelligents. C'est d'imaginer rendre tout ça plus facile en réduisant nos besoins, et cela se passe par un travail sur l'enveloppe, bien sûr, des bâtiments existants et de tous les bâtiments à venir. Ça nous emmène également vers les bâtiments intelligents qui sont capables de se gérer eux-mêmes et de mieux maîtriser leur consommation. Et bien entendu, l'extension de tout ça, on l'a évoqué tout à l'heure avec la Smart Building Alliance, c'est des ensembles urbains qui ont aussi leur intelligence et qui sont capables de partager leurs ressources qui sont diffuses. Alors, l'enveloppe, si on revient sur cet élément clé, c'est effectivement un élément essentiel, puisque si l'enveloppe est efficace, et on parle beaucoup de rénovation énergétique, c'est bien comme ça, l'ensemble des autres attentes de la transition énergétique sont facilitées. Et bien sûr, si je m'appuie sur l'ensemble structuré des informations constituant le BIM,
Cela me facilite grandement l'évaluation des performances de l'enveloppe. Il devient facile d'extraire les quantités comme les volumes, les surfaces des locaux, mais également les quantités, les volumes, les surfaces des éléments qui constituent l'enveloppe. Cela supprime les ressaisies et les nombreux traitements variables et nous permettent de faciliter la simulation énergétique. Cependant, la possibilité d'exploiter facilement les données du BIM pour des simulations dépend fortement du niveau de précision de ces informations à l'intérieur de la maquette BIM. Et c'est là qu'apparaît la notion de niveau de précision ou de détail. Si je veux faire la simulation de notre immeuble de bureau et que je vais sur Google Maps, voilà ce que je vais trouver. C'est un peu compliqué, je vais avoir derrière pas mal de travail d'analyse et de ressaisie pour arriver à une simulation énergétique qui soit probante et qui soit fiable et détaillée. Si je dispose d'une vue 3D, je vais avoir un peu plus de facilité à retirer des dimensions géométriques et je vais également avoir beaucoup de travail complémentaire pour arriver à faire une simulation. Si maintenant je dispose d'une maquette BIM, je vais pouvoir extraire plus facilement l'information, ici l'ensemble de menuiseries, et si je m'intéresse à certaines d'entre elles, la question est de savoir quelles sont les informations qui sont attachées à ces menuiseries. Est-ce que je vais pouvoir disposer du facteur solaire, du vitrage? Est-ce que je vais pouvoir obtenir le coefficient UW, les matériaux, etc. Ce sont des vraies questions qui ne sont pas encore bien abordées aujourd'hui quand on parle de BIM. Que tout est dedans à toutes les étapes d'un projet. Donc, au niveau de ces niveaux de détail, vous voyez ici la représentation d'une chaise qui évolue au niveau de sa représentation graphique dans un projet. Il faut bien comprendre que la représentation graphique n'est plus ce qui est le plus important, mais c'est l'information qu'on va attacher à cette chaise, à chaque étape du projet, qui va nous permettre de l'exploiter correctement. C'est ici, alors pour revenir aux éléments constitutifs du bâtiment, il y a une proposition de 5 niveaux de détail qui a été émise par l'Institut américain des architectes. Ces 5 niveaux de détail adressent la partie conception et la partie travaux, et cette publication a été complétée dernièrement pour ajouter le niveau de détail à un 6e niveau qui permet de gérer l'exploitation. Vous avez au centre de l'écran un modèle, pas facile de savoir de quoi il s'agit exactement. Il se trouve dans le niveau de détail 100. Si je passe au niveau de détail supérieur, il devient ceci. Note 200, note 300, on a un peu plus de détails. Note 350, on va apparaître de nouveaux éléments. Et le note 400, dernier niveau de détail utilisé. En fin de compte, chaque objet dans la maquette numérique va posséder son approche au niveau de ces niveaux de détail. Si je reprends notre photo, on a le modèle générique simple qui était note 100, je ne savais pas si c'était un poteau béton ou un poteau métallique qui était représenté. J'ai déjà les formes et les dimensions approchées au niveau 200 et je me rends compte à ce moment-là que c'est quand même plutôt du métal. Au niveau 300, je vais avoir vraiment la situation qui est précisée et les formes, l'ensemble des caractéristiques des matériaux qui vont être précisées. Au niveau 350, je vais avoir des éléments qui seront des tiges d'ancrage, de renforcement. Et au load 400, je vais avoir des détails de montage connus. Le load 500 renvoie aux informations qui sont nécessaires pour l'exploitation du patrimoine immobilier. C'est la même chose pour une chaudière. On voit ici que même au premier niveau, au 100, on ne fait pas figurer du tout la chaudière dans le BIM. Elle commence à être générique en load 200 et on voit apparaître en load 300 quelques caractéristiques qui sont spécifiées, notamment les encombrements qui sont nécessaires à la maintenance devant et de part et d'autre. Au load 350, le modèle est choisi, la marque, etc. Et au load 400, on va rajouter les détails de montage. C'est la même chose pour l'enveloppe, et c'est important de le préciser. Les isolants ne vont pas être connus au début du projet, ne vont pas être connus avec un niveau de précision qui n'est pas suffisant et ne vont pas
nous permettre donc de faire une simulation énergétique directe sans risque. Il faut atteindre le niveau 300 ou 400. Et c'est important aussi de savoir que ce n'est pas normalisé, et donc que chacun fait en fonction de sa méthode encore aujourd'hui, et c'est un travail qu'il faut mener au niveau national pour qu'on sache dire, à un moment donné, à la phase APD dans un projet, les objets nécessaires à la simulation énergétique doivent être dans tel niveau de détail, les autres objets comme la structure doivent être dans tel niveau de détail, etc. Donc, en synthèse, par rapport à l'approche sur l'enveloppe, le BIM apporte une facilité à simuler rapidement et en process quasi continu avec le travail de l'architecte, mais la précision des résultats dépend du niveau de précision des informations attachées à chacun des objets. Il est important aussi de noter que une fois une simulation faite, il faut être capable de la garder et de la renvoyer au BIM. Ça va être utile pour les autres intervenants, pour le maître d'ouvrage qui devra y revenir pour une éventuelle amélioration de son patrimoine ultérieurement. Et on peut s'intéresser après ça à la possibilité, quel est l'apport du BIM dans l'approche d'une simulation énergétique urbaine. De la même manière, si on a pu conserver les données du BIM et qu'il y a de plus en plus de bâtiments sur un territoire qui sont équipés de leur maquette BIM, on peut dire comme ça, on va pouvoir imaginer avoir une possibilité d'utiliser les informations disponibles pour les bâtiments disposant du BIM et mener ainsi une simulation énergétique qui exploitera l'ensemble de ces données du BIM. C'est les travaux que je vous montre ici de l'École nationale d'architecture de Toulouse, qui a donc sur un maillage réussi à modéliser une simulation énergétique urbaine en prenant comme données d'entrée les données des BIM qui ont été portées sur le territoire et qui sont complétées ensuite par d'autres données quand il n'y a pas assez d'informations sur eux. Je vous rappelle que la précision de la simulation dépend du niveau de détail dans lequel on aura traité le BIM et il est absolument indispensable au niveau du territoire. Les autorités qui vont récupérer ces maquettes BIM exigent un niveau de précision qui soit compatible avec ces traitements ultérieurs. On l'a vu donc pour le bâtiment à l'échelle de l'enveloppe, le BIM facilitateur de simulation énergétique. C'est la même chose qui devrait devenir incontournable pour la simulation à l'échelle d'un territoire, mais petit plus encore pour la transition énergétique. Et nous vous parlons ici des travaux de recherche que nous menons avec l'Université de Bourgogne, le laboratoire LE2I qui est affilié CNRS, et tout particulièrement l'équipe GSM, animée par le professeur Christophe Nicole, avec qui nous collaborons depuis plus de 10 ans maintenant. Ce projet vise à chercher comment exploiter l'intelligence du BIM pour ouvrir de nouveaux usages aux utilisateurs des bâtiments, mais également pour tout simplement permettre les approches de smart building, smart grid et smart city. Si nous revenons sur Internet, la première évolution majeure d'Internet a été les réseaux sociaux, et on l'a évoqué tout à l'heure, on ne se tourne plus vers des personnes, mais plutôt vers les objets, et tout a tendance à devenir un objet connecté. C'est le cas de nos voitures, mais on a les bracelets de surveillance de notre activité physique, on a les montres, tout devient objet connecté, on est vraiment dans la tendance de l'Internet elle aussi. La définition qui est donnée par Wikipédia de ces objets connectés est assez simple. Elle parle simplement de la possibilité de manipuler la représentation virtuelle de l'objet sur Internet et de lui associer un identifiant qui soit unique au monde.
Donc à partir de là, nous avons, si nous reprenons les maquettes, le bâtiment qui est exprimé dans ici, les portes en question, si nous les équipons de capteurs, nous pouvons les transformer en objets connectés et ainsi donner la possibilité de communiquer avec le bâtiment qui est lui-même devient un smart building à l'aide de la connaissance initiale du BIM. Les étapes pour passer du BIM à un bâtiment qui soit smart building sont assez simples. Rapidement, on a l'acquisition du BIM par le géomètre ou par le travail de l'architecte. On a ensuite une analyse qui permet de faire une normalisation, de qualification des plans BIM. Et on va rajouter une structuration de type sémantique pour pouvoir modéliser la donnée. On parle de sémantisation. On va pouvoir rajouter dans l'étape suivante des capteurs qui vont donner une perception au bâtiment. On distingue deux capteurs, les capteurs d'état et les capteurs de situation. Et on va ensuite avoir les objets connectés, les personnes connectées, qui vont nous permettre d'installer l'étape de communication pour enfin passer à l'intelligence du bâtiment avec la possibilité d'arbitrer et de déclencher des actions. Notre bâtiment UBIM devient ainsi capable de communiquer et d'agir. Ces nouvelles capacités adressent beaucoup de domaines comme la maintenance, le monitoring en temps réel, l'auto-adaptation du bâtiment au flux et contraintes d'environnement, mais bien sûr d'autres domaines d'application sont très nombreux et je vous en citerai qu'un seul, c'est la possibilité d'utiliser la description du BIM ainsi transformée pour faire du guidage indoor, une sorte de GPS indoor, et de faire par exemple de la mise en relation de personnes pour un rendez-vous à l'intérieur d'un bureau. Notre Smart Building UBIM devient également un élément capable de s'intégrer dans une logique de réseau urbain et peut devenir le pivot essentiel de communication et d'intelligence de la Smart City pour le fonctionnement en réseau. Pour en finir, si nous reprenons le processus, le plan qui est souvent fourni par l'architecte aujourd'hui est trop pauvre en information, on ne peut pas en faire grand-chose dans ces approches-là. Si nous disposons d'une vue 3D, ça va être la même chose. Pour un plan 3D, nous avons un peu plus d'informations, mais nous ne pouvons toujours pas facilement le manipuler. Peut-être, si l'ordinateur veut bien agir, on va peut-être pouvoir l'utiliser pour faire une insertion dans le site. J'ai une petite vidéo qui a pas mal démarré sur le poste. C'est juste le temps de ce chat. Ça marchait. On va pouvoir utiliser ce plan 3D pour des insertions dans le site, mais s'il n'est pas assez riche en informations, ça risque de limiter l'usage possible. Le BIM, seulement le BIM, avec la bonne information, va nous permettre de rentrer dans une démarche avec des gains sur l'ensemble du cycle du bâtiment. Le BIM dynamique, quant à lui, va nous permettre d'approcher le smart building et de s'ouvrir aux objets connectés. L'objet, quand on sélectionne, fournit son information. Et enfin, si on passe à l'adjonction de capteurs, comme ici une caméra associée à l'intelligence
conclusion, le BIM devient indispensable à la réussite de la transition énergétique. On l'a vu, il facilite l'assimilation des bâtiments, il peut faciliter l'assimilation à l'échelle des territoires, il nous permet d'imaginer une meilleure conduite d'exploitation, il nous permet d'évoluer vers le bâtiment intelligent qui devrait être le pivot de la communication des smart grids et le relais d'intelligence de ces réseaux, et donc imaginer la ville intelligente de demain. Attention cependant à ce manque de normalisation du niveau d'information contenu dans le BIM. Je ne sais pas aujourd'hui dire quand quelqu'un nous remet un BIM à une phase pro, à une phase dossier de consultation ou une phase APD, on n'a aucune certitude sur la validité, sur la qualité de l'information. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que le maître d'ouvrage a un rôle important à jouer sur la conservation de ces données pour qu'elles soient ensuite exploitables à de plus grandes échelles pour la Smart City de demain. Merci beaucoup.